Noëlla Ego, Stéphane Moitoiret. Un couple itinérant aux croyances délirantes. Madame se faisait appeler Sa Majesté. Quant à monsieur, il était son serviteur. On pouvait se dire qu'on avait affaire à des doudingues, mais qui ne feraient pas de mal à une mouche. Pendant 20 ans, ils ont erré à travers la France sans que leur divagation n'inquiète personne. Jusqu'à ce que leur chemin croise celui d'un petit garçon de 11 ans. Valentin a été tué de 44 coups de couteau. C'est un voyage dans une autre dimension où cohabitent la folie et la raison. La folie, mais à quelle dose? Noëlla Ego et Stéphane Moitoiret sont-ils fous? Quel sort faut-il leur réserver? Les punir ou les soigner? Quand notre justice s'amuse à juger les fous, il faut être inquiet pour ceux qui ne le sont pas. Hein. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. France Inter. Le délibéré aura été long aux assises du Rhône. En toute fin de journée hier soir, la sentence tombe. 30 ans de prison à l'encontre de Stéphane Moitoiret, coupable du meurtre du petit Valentin. Coupable en toute conscience, car les jurés n'ont pas suivi ses avocats qui avaient plaidé la folie. Tout commence à Lagnieu, une petite ville près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Il est minuit quand les pompiers sont alertés. Un enfant vient d'être retrouvé à quelques mètres de son vélo, grièvement blessé et inconscient. On arrive donc dans une petite ruelle pas très éclairée. Là, on aperçoit un corps à terre. C'est un enfant qui est en arrêt cardio-respiratoire. On lui ôte son t-shirt et là, on s'aperçoit tout de suite d'une blessure assez grave au niveau de la gorge. Malgré tous les efforts des secouristes, l'enfant succombe à ses blessures. Il s'appelait Valentin, il avait 11 ans. Ce soir-là, Valentin avait été confié à des amis. Ses parents sont réveillés en pleine nuit. Là, j'ai vu beaucoup de képis. Beaucoup de képis à travers mon portail. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, mais quoi? Je dis, c'est ma maman, personne ne me répond. Ils me disent, non, Madame Crémeau, c'est votre petit Valentin, mais votre petit Valentin est mort. Et là, sur le moment, je réalise pas. Valentin, pour moi, il est en sécurité. C'est pas possible, c'est pas Valentin. Les gendarmes pensent que Valentin a été victime d'un accident. Mais dès le lendemain, le médecin légiste écarte immédiatement cette hypothèse. À l'autopsie, on a dénombré les 44 plaies qui étaient situées dans 3 régions essentielles. La face antérieure du cou, la partie haute du thorax gauche et au niveau de l'omoplate gauche. Les plaies ont été perpétrées par une arme blanche dont la lame est piquante et tranchante. Les coups ont été portés de façon très anarchique et avec une certaine rage. Des coups de couteau d'une violence extrême. Un acharnement sur un enfant de 11 ans. Pourquoi? Un assassinat, mais c'est improbable pour moi. On voit ça dans les faits divers. Mais ensuite, je me dis, mais qui a pu tuer mon enfant? On n'a jamais fait de mal à personne, jamais personne nous a fait du mal. Donc là, c'est le mystère. Tandis que la famille tente de réaliser, gendarmes et techniciens en identification criminelle s'activent sur la scène de crime. Une agitation qui ne passe pas inaperçue dans cette commune de 7000 habitants. En début d'après-midi, on est plusieurs journalistes à essayer de trouver des témoignages. Et il y a un riverain qui nous indique, sur un mur de Lagnieu, assez loin de l'endroit où Valentin a été retrouvé mort, il nous indique une traînée de sang. On va retrouver une abondance de sang sur la place principale de Lagnieu
qui va se poursuivre jusqu'à 750 mètres donc de la scène de crime numéro 1. Donc je vais appeler tout cet itinéraire la scène de crime numéro 2. Et on peut constater sur cette scène de crime numéro 2 que quelqu'un se déplace en perdant du sang, manifestement de la main gauche. 36 heures après le drame, le sang prélevé sur les lieux du meurtre permet d'identifier un ADN masculin mélangé à celui de Valentin. Un ADN aussitôt comparé aux millions de profils du fichier national des empreintes génétiques. Il ne correspond à personne. La section de recherche de la gendarmerie de Lyon procède alors comme s'il s'agissait d'un crime de rôdeur. Les gendarmes recoupent tous les comportements suspects qui leur ont été signalés dans le département. Et là, un enquêteur m'a dit, mais moi, avec ma collègue, on a contrôlé des pèlerins australiens. Des pèlerins australiens. C'était le soir du crime, à Léman, un village voisin de Lagnieu. L'homme de 39 ans s'appelait Stéphane Moitoiret. Il était accompagné d'une femme de 49 ans, Noëlla Ego, un drôle de couple, qui a raconté aux gendarmes une drôle d'histoire. Ils sont en mission, ils font soi-disant le bien, ils peuvent faire des dons. Et ils paraissent un petit peu loufoques. Les vérifications sont faites, ils sont passés au fichier, ils ne font l'objet d'aucune recherche. Ce couple de marginaux constitue une piste intéressante pour les gendarmes, d'autant qu'il recueille des témoignages intrigants. Comme celui d'un automobiliste qui a pris en stop Noëlla Ego et Stéphane Moitoiret, juste après leur contrôle d'identité. Là, l'homme a commencé à me parler avec un discours qui ne tenait pas debout, hein, disant que les gendarmes et les notables français étaient des tueurs d'enfants et des violeurs de femmes. Donc, il a développé en disant que la gendarmerie de Lagnieu, quand on est passé devant, elle faisait partie de sa liste noire, qu'ils allaient bientôt faire une descente en hélicoptère pour justement prendre ces gendarmes qui faisaient des choses pas très honnêtes en France, pour les ramener en Australie, etc. Monsieur Cabrera a déposé les deux illuminés dans un village à 5 km de Lagnieu, où ils devaient passer la nuit dans la salle paroissiale. Les gendarmes s'y rendent immédiatement. L'équipe, avant de pénétrer à l'intérieur, s'aperçoit que sur la porte d'entrée, il y a ce qui peut correspondre à une trace de sang. Une trace de sang qui, une fois analysée, correspond à l'ADN retrouvé sur le corps du petit Valentin. 5 jours après le meurtre de l'enfant, la justice lance un mandat d'arrêt contre Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego. Bonjour à tous. L'actualité de ce dimanche est marquée par la nouvelle piste très sérieuse dans l'affaire du meurtre du petit Valentin. 2 suspects sont désormais officiellement recherchés et voici leur portrait robot. Moins d'1 heure après la diffusion de ces portraits, les gendarmes sont contactés. Noëlla Ego et Stéphane Moitoiret sont localisés et interpellés au Cheylard, à 200 km de Lagnieu. L'ADN de Moitoiret est immédiatement prélevé pour comparaison. Placé en garde à vue, le couple est interrogé séparément. Noëlla Ego s'exprime sans réserve. Nous avons voulu cerner un peu la personnalité de Noëlla Ego. Et dès la première audition, on lui demande quel travail elle fait dans sa vie et elle nous déclare qu'elle est présidente des grandes obligations divines. À ce titre, on m'appelle Sa Majesté, Son Excellence. Chaque jour, les gens se pointent dans mon bureau à 8 heures. Ils ont des dossiers à faire pour la sauvegarde de l'humanité. Au travers de ces délires, les gendarmes comprennent que Noëlla et Stéphane sont ensemble depuis une vingtaine d'années. Sans domicile fixe, ils se déplacent de village en village et vivent de la charité. Mais dernièrement, le couple semblait battre de l'aile. Il lui a retiré sa carte d'identité pour pas qu'elle ne puisse partir d'elle-même. Donc elle n'attendait qu'une seule chose, c'est finir sa mission divine et ensuite que leur chemin se sépare.
Dans le bureau d'à côté, Moitoiret ne parle pas de cette séparation. Mais lui aussi tient d'étranges propos. Maître Franck Berton, comment se comporte votre client en garde à vue? Il n'arrête pas, il parle beaucoup, il parle énormément en garde à vue. Il raconte des trucs incroyables. Il dit que, par exemple, il a pas de carte bancaire parce que il devait en avoir une, mais Nicolas Sarkozy a fait ce qu'il fallait pour qu'il en ait pas. Voilà, il est avec sa princesse, la reine Noëlla, donc il est son serviteur, il est son esclave et il fait ce qu'elle lui dit de faire. Donc voilà, il est dans un autre temps, dans un autre monde, et il nous explique que d'abord il est en mission divine. C'est quoi cette mission divine? C'est retrouver l'élu. Alors l'élu prend la forme d'un enfant. Ils l'écrivent sur les murs d'une grotte, ils l'écrivent dans des cahiers, ils font des dessins, ils le représentent, ils le cherchent. Et l'élu de cette quête, c'est Valentin. Le résultat des expertises est indéniable. L'ADN extrait du sang retrouvé sur le corps de l'enfant est bien celui de Stéphane Moitoiret. Face à cette preuve indiscutable, le suspect nie. Moitoiret a une explication. Ce n'est pas lui qui a tué Valentin, mais l'un de ses clones. De son côté, Noëlla Ego réagit, elle, avec plus de lucidité. Et elle parle. Maître Nassarzadeh, votre cliente, Noëlla Ego, passe aux aveux. Qu'est-ce qu'elle raconte aux gendarmes? Elle explique que ce soir-là, Stéphane Moitoiret, qui était extrêmement en colère, a indiqué qu'il souhaitait accomplir la mission. Elle lui propose effectivement d'effectuer le retour en arrière, qui consiste, dit-elle, à ce moment-là, à ce qu'il la tue, lui torde le cou selon ses propres mots. Stéphane Moitoiret ne souhaite pas tuer Noëlla Ego, et à ce moment-là, il sort en colère. Est-ce que Noëlla Ego tente de dissuader son compagnon? Elle voit bien que Stéphane Moitoiret l'échappe, et donc fatiguée de son propre parcours de vie, voyant le débordement de Stéphane Moitoiret, elle va lâcher prise à la fin et elle va lui dire « Va-t'en et va faire ce que tu as à faire ». Stéphane Moitoiret s'en va, accomplit sa mission. Quand il revient, qu'est-ce qu'elle raconte, votre cliente? Noëlla Ego va immédiatement questionner Stéphane Moitoiret sur ce qu'il a fait. Stéphane Moitoiret va dire qu'il était possédé, que le diable l'a poussé à commettre quelque chose de terrible, et donc selon ses propres mots, elle va disputer Stéphane Moitoiret pour l'infraction qu'il a commise. Ensuite, Stéphane Moitoiret va s'atteler à cacher des éléments de preuve. Le lendemain du crime, il va vouloir se débarrasser des vêtements qu'il portait, qu'il aura pris le soin de placer dans un sac plastique auparavant, et également du couteau. Un couteau que les gendarmes retrouvent et qu'ils expertisent. Les conclusions sont sans appel. Il y a l'ADN de Stéphane Moitoiret et l'ADN du petit Valentin dessus. Donc il n'y a pas de doute. C'est l'arme du crime. Maître Berton, Noëlla Ego a lâché son compagnon. Comment Moitoiret réagit? Il comprend pas, mais en même temps, Moitoiret, il est très respectueux de Sa Majesté. Donc c'est son serviteur. Donc il y voit quelque part aussi un sacrifice. Il doit se sacrifier pour elle. L'arrestation de Noëlla Ego et de Stéphane Moitoiret fait la une. Les gardes à vue sont à peine terminés que deux ministres de tout premier plan mêlent leur voix à l'indignation populaire. Rachida Dati et Michel Alliot-Marie, respectivement garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur, entrent dans l'arène médiatique. Je peux vous dire que j'ai demandé au procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire sur la qualification de meurtre sur mineur de 15 ans avec acte de barbarie. Je tiens absolument. Ça donne d'emblée quand même une orientation à l'affaire qui est quand même assez étrange par rapport à l'indépendance de la justice. À l'issue des gardes à vue, le couple est incarcéré. Moitoiret est mis en examen pour assassinat et acte de barbarie. Et Noëlla Ego pour abstention volontaire
d'empêcher la commission d'un crime. Pourtant, l'enquête est loin d'être terminée. Les gendarmes veulent s'assurer que les 2 suspects n'ont pas fait d'autres victimes au cours de leurs 20 années d'errance. Rapidement, une étrange affaire refait surface. C'était 2 ans plus tôt, dans la région de Poitiers. Ce jour-là, un enfant, un autre petit Valentin, a croisé le chemin du couple. Durant l'été 2006, un mariage est organisé, les enfants sont confiés à une nounou et un de ces enfants va échapper à la surveillance des nounous. Stéphane Metoiré et Noëlla Ego passent par là et voient cet enfant sur le bord de la route. Ils ne trouvent pas ça normal que cet enfant soit seul. Dans leur imaginaire, cet enfant est en danger. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est que l'enfant ait lu ce prénom de Valentin. De ces 2 éléments, ils vont tirer la conséquence qu'il faut qu'ils aient la garde de cet enfant-là. Ils vont faire ce que juridiquement on appelle une tentative d'enlèvement. J'imagine que la babysitter tente de récupérer l'enfant, Valentin. Ce à quoi Stéphane Metoiré et Noëlla Ego s'opposeront parce que persuadés qu'ils sont là pour le bien de l'enfant. Et très naturellement, elle a arraché l'enfant des bras de Stéphane Metoiré. Comment se termine toute cette histoire? Par un dépôt de plainte qui ne donnera aucune suite. 2 ans plus tard, le couple de marginaux bienfaiteurs est donc rattrapé par la justice et mis en examen pour cette tentative d'enlèvement. Pour comprendre leur dérive criminelle, les gendarmes s'intéressent à leur passé. Ils découvrent que Noëlla Ego a vécu une existence normale. Un mari, un travail dans une banque, jusqu'à ses 25 ans où elle quitte tout pour mener une vie de nomade. Stéphane Metoiré, lui, a grandi dans l'Oise. Quand il avait 16 ans, son père a contracté une tumeur au cerveau qui provoquait chez lui de violentes hallucinations. Il se disait possédé par le diable. À cette époque-là, déjà, Stéphane Metoiré manifestait des signes inquiétants de mal-être. Il s'enfermait dans la salle de bain et il s'endormait dans la baignoire avec l'eau qui coulait partout. Stéphane, il chuchotait parce qu'il disait qu'on était écoutés. Donc il ne fallait pas parler tout haut. 1 an plus tard, Stéphane rencontre Noëlla dans un café de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise et c'est le début d'une longue vie d'errance à 2. Docteur Bensussan, que pensez-vous de ce couple? Noëlla Ego et Stéphane Metoiré, c'est une sorte de coup de foudre entre psychotiques. Il y a un jeune homme en errance, désinséré, qui rencontre une femme dans un café et qui comprend qu'elle est d'essence divine. Il le lui révèle, elle en est séduite, ils ne se quitteront plus. Comment ce couple a-t-il pu prospérer dans son délire pendant toutes ces années, 20 ans, sans jamais être rattrapé par la société? Vous savez, il faut distinguer la folie douce et la folie furieuse. Ce couple a eu 20 années d'errance de folie douce. On pouvait se dire qu'on avait affaire à des doudingues, mais qui ne feraient pas de mal à une mouche. Ce qu'ils étaient, jusqu'au moment où l'atrocité était commise. Dans ce couple, selon vous, il y a un dominant et un dominé? Incontestablement, Noëlla Ego a pris un ascendant sur Stéphane Metoiré. Noëlla Ego était plus adaptée à la réalité, elle était donc volontiers l'interface du couple avec le milieu extérieur. Elle était également à l'origine de toute la richesse du délire. Noëlla Ego serait donc le cerveau de ce couple malade. Forte de cet éclairage, la juge d'instruction modifie le motif de sa mise en examen. Désormais, Noëlla Ego est poursuivie pour complicité d'assassinat par instigation. Huit mois plus tard, la juge organise une reconstitution en présence de Noëlla Ego et de Stéphane Metoiré, qui nie toujours. Désormais, il accuse un mystérieux personnage. C'est pas Belbar. Et ça c'est Belbar. Mais qui c'est Belbar? Il faut demander à lui. Et qui est-ce qui connaît Belbar? Beaucoup de monde en France. Beaucoup de monde en France. Mais vous le connaissez physiquement? Ah oui, oui. Et il fait quoi dans la vie, Belbar? Il complote, c'est tout ce qu'il fait. Quoi. Il complote. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a à faire avec un enfant? C'est pour m'enfoncer moi, c'est pour ça. Il vous en veut, Belbar? Bien sûr.
Moitoiret s'enferme dans ses retranchements. La juge finit par perdre patience et met fin à la reconstitution. La question qui sous-tend cette affaire depuis le début devient incontournable. Stéphane Moitoiret et Noëlla Egault sont-ils aptes à être jugés? En France, c'est un principe inaliénable. On ne juge pas les fous. Denis Salas, quelle a été l'évolution de l'irresponsabilité pénale à travers les âges? Dans la perception qu'on en avait au début, le fou suscitait plutôt la pitié, l'indulgence. Il était en quelque sorte celui sur lequel le malheur s'était abattu et il n'était pas perçu comme menaçant pour la collectivité. Le fou était remis à la psychiatrie et puis dans le cas où il n'était pas considéré comme tel, c'était la répression, la prison, voire dans les cas les plus graves, la peine de mort. Donc c'était fou ou pas fou. Voilà. Mais on a considéré que ce tout ou rien, folie ou au contraire répression, ne valait pas dans la plupart des cas et qu'il y avait des situations intermédiaires. Donc c'était l'apparition en 1994 de l'article 122.1 du Code pénal où on a substitué à ce tout ou rien une situation intermédiaire qui est l'altération de la responsabilité à côté de l'irresponsabilité qui est maintenue parallèlement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre abolition du discernement et altération du discernement? L'abolition du discernement, c'est très simple. C'est quand un expert psychiatre dit cet individu souffre d'un trouble psychologique qui le rend irresponsable au moment des faits. L'altération, c'est qu'il y a des troubles psychologiques qui ne sont pas d'une gravité telle qu'ils entravent son discernement et sa liberté. Donc il est responsable en partie du meurtre, par exemple, qu'il a commis. Voilà, il y a une folie partielle qui laisse effectivement présente sa responsabilité et qui le rend jugeable par les juridictions. Ce sont les experts psychiatres qui déterminent si un accusé est responsable de ses actes et si son discernement est aboli ou seulement altéré. Une mission délicate car l'irresponsabilité pénale prive les familles de victimes d'un moment clé, le procès. Une problématique soulevée avec passion 3 ans et demi avant le meurtre de Valentin. C'était en décembre 2004, après un double crime qui s'est déroulé à Pau. Éric Morel, les médias avaient titré « Le drame de Pau ». Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Je suis appelé par la police nationale, il est environ 7 heures du matin, et on m'annonce que l'on vient de découvrir 2 infirmières avec les têtes découpées au centre hospitalier psychiatrique de Pau. Qu'est-ce que vous découvrez? On découvre le corps de ces 2 malheureuses, dans une mare de sang, l'une à la tête quasiment découpée, elle est lardée de coups d'armes blanches. Quant à l'autre, l'assassin aura découpé sa tête et l'aura posée sur un poste de télévision, ce qui fait que, bien entendu, tous ceux qui rentrent sur cette scène de crime sont particulièrement choqués. Et que donne l'enquête? L'enquête va durer quelques semaines, et en fait, c'est tout à fait par hasard que celui qui s'avérera être l'auteur de ces faits sera interpellé à l'occasion d'un contrôle par la brigade anticriminalité. C'est Romain Dupuis. Effectivement, c'est quelqu'un qui présente des pathologies psychiatriques lourdes. Ces troubles ont été repérés de manière précoce. Il a fait plusieurs séjours en milieu psychiatrique. À l'époque déjà, comme pour Stéphane Moitoiret et Noëlla Egault, la question s'était posée. Pouvait-on juger Romain Dupuis? En 2 ans, une dizaine d'experts se sont succédés pour statuer sur sa responsabilité. Parmi eux, Roland Coutenceau. Docteur Coutenceau, vous évoquez une schizophrénie paranoïde. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot un peu des jargons des psychiatres pour dire une schizophrénie délirante.
Alors le délire, il se caractérise là aussi par quelque chose qui n'existe pas chez le normal, c'est l'hallucination. Et l'hallucination la plus fréquente des délires schizophréniques, c'est l'hallucination auditive. Donc on entend des voix, comme on dit. Et ces voix, bien sûr, sont en rapport avec des thèmes, et il y a des thèmes fantastiques chez Romain Dupuis, mais le thème de la persécution. Selon vous, c'est la maladie qui l'a poussé à agir? C'est les éléments délirants qui sous-tendent, qui sont à l'origine, qui expliquent, qui motivent le passage à l'acte. Donc c'est la folie qui est directement la cause de ces passages à l'acte. Pour les experts, Romain Dupuis n'était donc pas un criminel, mais un malade. Au vu des expertises psychiatriques, j'indique au juge d'instruction que pour ma part, on ne peut pas aller devant la cour d'assises. C'est une décision difficile à prendre? C'est une décision difficile à prendre. J'ai parfaitement conscience des conséquences de ce que j'écris. Et j'en ai d'autant plus conscience que tout au long de l'information, j'ai maintenu le contact avec les familles des victimes, avec les époux et compagnons, et qu'ils m'ont toujours dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait un jugement. Donc je sais très bien, au moment où j'écris cela, que je vais à l'encontre de toutes les espérances, de toutes les attentes des familles. Qu'est-ce qui a prévalu à vos yeux pour prendre cette décision? Le droit. Et le droit de l'époque me conduisait inéluctablement, en conscience, à requérir ce non-lieu. Romain Dupuis n'a donc pas été jugé, mais interné dans une structure spécialisée. Une UMD, une unité pour malades difficiles. Docteur Baudon-Bruzel, qu'est-ce que c'est qu'une UMD? Ce sont des unités qui ont été créées pour recevoir des pathologies difficiles à soigner et des patients qui présentent un état dangereux majeur, certains imminents, avec une pathologie incompatible avec une prise en charge dans des unités psychiatriques ordinaires. En UMD, les locaux sont solides, les équipes ont l'habitude, et donc les protocoles sont mis en place, et donc les prises en charge peuvent se mettre en place, même avec les patients les plus compliqués, les plus rebelles à la thérapeutique et présentant des problèmes de comportement importants. Romain Dupuis est aujourd'hui le plus ancien patient de son UMD. Après des années de traitement, il serait stabilisé et ne serait plus sujet à ses délires psychotiques. Mais rien n'indique qu'il en sortira un jour. À l'époque, la décision de non-lieu pour conclure le drame de Pau a provoqué la colère des familles de victimes. En 2008, le Parlement a procédé à une importante modification de la législation pour y remédier. Georges Fenech, pourquoi ce nouveau texte sur l'irresponsabilité pénale? Lorsque la justice rend une décision de non-lieu, ça choque, ça heurte les victimes qui ne comprennent pas cette décision. C'est une manière de leur dire, en tout cas la manière dont ils l'interprètent, non-lieu, circuler. Finalement, il n'y a rien à voir, quoi. Il n'y a pas de procès. On a le sentiment que l'affaire n'a jamais eu lieu, en quelque sorte. Depuis la loi de 2008, on a une audience, même si la personne n'a pas ses facultés intellectuelles, où on entend les témoins, on entend la partie civile, il y a des avocats, on entend les experts. Donc il y a une audience qui reconnaît, elle le dit d'ailleurs, l'individu est bien l'auteur matériel des faits, ça c'est important pour les victimes, mais il n'a pas de responsabilité morale, puisqu'il était totalement inconscient de ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'on accepte de faire ce que même les Romains ne faisaient pas, on accepte de juger un fou. On ne juge pas un fou, puisqu'on le déclare matériellement l'auteur des faits, mais irresponsable pénalement. Donc, il n'y aura pas de sanction pénale. On ne juge pas des fous, on juge des faits commis par un irresponsable pénalement. Du côté de l'accusé, enfin l'accusé entre guillemets, je ne sais même plus comment le nommer si vous voulez, je ne vois pas très bien le sens que cela peut avoir. À mon sens, cette audience permet effectivement aux victimes avant tout d'être entendues
par la justice, de raconter leur récit, de témoigner de leur souffrance. Une souffrance qui, pour Véronique, la mère de Valentin, appelle plus qu'une audience de principe. Ce qu'elle souhaite, elle, c'est un véritable procès. Véronique Crémeau, la maman de Valentin, veut voir Stéphane Moitoret, Noël Aego devant une cour d'assises. Ah oui, absolument, oui. Absolument. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de savoir qu'un homme ou qu'une femme a tué votre fils et qu'il n'y a pas de responsabilité, quoi. Que c'est un robot, une chose irresponsable, qui n'a rien à articuler, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à expliquer, qui n'a rien à expier, qui a tué votre enfant. C'est insupportable, quoi. Il faut qu'il y ait une condamnation. On sait maintenant qu'il y a eu meurtre, il faut qu'il soit puni. Reste à savoir si le couple Moitoret-Aego sera déclaré responsable de ces actes. Pour Noël Aego, les experts posent un diagnostic sans appel. Elle souffre de paraphrénie, une psychose chronique rare. C'est la capacité d'être à la fois avec nous dans notre monde et en même temps d'être dans un refuge imaginatif tout à fait extraordinaire. Vous êtes invité chez des amis, vous rencontrez un monsieur, vous êtes assis à la table à côté de lui, vous sympathisez, vous échangez pendant toute la soirée, et il vous paraît intéressant, et puis à 11h30, il regarde sa montre et puis il dit « bon, il faut que j'y aille ». Il dit « ah bon, vous avez quelque chose à faire ?» Et il vous dit « ben oui, je suis attendu sur Mars ». Et à ce moment-là, il vous livre un immense délire, et c'est ça la paraphrénie. Une pathologie lourde. Mais les psychiatres sont unanimes. Noël Aego est responsable de ces actes. Elle peut donc être jugée. En revanche, pour Stéphane Moitoret, le problème est tout autre. Docteur Bensussan, quel diagnostic posez-vous sur cet homme? Il s'agit à mes yeux d'un grand malade mental, et je pèse mes mots, comme on n'en croise pas deux dans une vie de psychiatre. C'est un schizophrène de manuel scolaire, avec un délire d'une richesse absolument insensée. Ce qui caractérise ce crime, c'est qu'il n'y a pas de mobile, ce qu'on cherche dans un crime rationnel. Or là, on est dans l'irrationnel. Vous savez, le crime du psychotique, c'est un crime immotivé, ou en tout cas dont les motivations échappent à l'entendement. Parce qu'un crime délirant, si je dis que je tue le petit Valentin pour sauver l'humanité, le mobile absurde rentre dans la catégorie du crime immotivé. Donc un crime dont nul ne peut comprendre l'origine, avec une victime choisie au hasard et un acharnement absolument incompréhensible sur la victime. Vos deux confrères ont la même analyse que vous? Je me retrouve en opposition diagnostique totale avec mes confrères, qui ne pensent pas que Stéphane Moitoret est psychotique, qu'ils l'estiment simplement influençable, un peu bené au fond, influencé par sa compagne. Pour quelles raisons vos points de vue divergeaient-ils autant? Ils considéraient que la famille du petit Valentin avait besoin d'un procès pour faire son deuil, et que Stéphane Moitoret, lui aussi, le procès le ramènerait dans la réalité. Alors ça, c'est quelque chose qui est, à mes yeux, inacceptable au plan psychologique et psychiatrique, parce qu'on ne demande pas aux experts de transformer une cour d'assises en thérapie de groupe. J'ai été donc dans l'obligation de me séparer du collège et de rédiger un rapport individuel pour Stéphane Moitoret. C'est fréquent, ça, de se dissocier dans un même collège d'experts? C'est la première fois de ma vie d'expert, et je forme le vœu que ce sera la dernière. La juge désigne alors un second collège de 3 experts qui, cette fois-ci, partagent tous l'avis du docteur Bensussan. Stéphane Moitoret est schizophrène. Son discernement était aboli au moment des faits. Il ne peut donc pas comparaître devant une cour d'assises. À ce moment-là, contrairement à ce que tout le monde attend, eh bien, le juge d'instruction ne va pas se contenter de ce rapport d'expertise, non, il va nommer un nouveau collège d'experts.
Ce qui paraît quand même très surprenant. On se dit, là-dedans, on va bien avoir un expert qui va cautionner la démarche que nous avons de faire juger par une cour d'assises Stéphane Moitoiret. En juin 2010, le 3e collège, composé de 4 nouveaux experts psychiatres, rend son rapport. On a diagnostiqué, bien sûr, une maladie mentale, mais on a estimé qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été totalement éclairci, qui était la dynamique entre les deux protagonistes. Et on pensait encore que le fait peut-être de les confronter pourrait finir d'éclaircir le débat. Alors, c'est vrai qu'on a conclu d'une formule un peu ambiguë en disant, pour l'instant, on s'orientait vers l'altération du discernement. Une altération du discernement. À 6 voix contre 4, les psychiatres ont donc tranché. Stéphane Moitoiret sera jugé aux côtés de Noël Aego. C'est devant la cour d'assises de l'Ain que s'ouvre le procès de l'assassinat du petit Valentin. Ce qui frappe d'emblée dans ce procès, c'est le mutisme de Moitoiret, qui se trouve figé dans le box, la tête penchée un peu comme une gargouille, un véritable zombie, on peut dire. Dans la salle, il y a ceux pour qui Moitoiret est fou et n'a donc rien à faire là. Et face à eux, l'avocat de la famille du petit Valentin. Maître Collard, ce procès est surréaliste, non? Ah oui, oui. On est dans une autre dimension, effectivement. Par moments, on déambule dans un univers de fous, puis de saltimbanques, puis de comédiens. Et on n'arrive plus très bien à savoir qui on juge. Moitoiret à l'audience. On a bien vu que c'est un malin, Bon, moi je me rappelle, quand je l'ai questionné, à 2 ou 3 reprises, il est entré dans le piège. Il a raisonné, il a discuté, puis vite il s'est repris. Voilà, c'est un voyage dans une autre dimension où cohabitent la folie et la raison, avec des moments où l'une estompe l'autre. Et Noël Aego, vous vous souvenez de l'impression qu'elle vous a fait cette fois? Effrayante. Si vous avez envie de faire un film avec un personnage qui, à la première image, vous fait peur, vous la prenez. Pour l'accusation, Noël Aego est complice. Oui, oui. Vous partagez cet avis? Ah oui. Tout à fait complice, oui. Défense, accusation, partie civile, journalistes, tout le monde attend le moment crucial du procès, la déposition des experts. On a vraiment l'impression que les psychiatres vont faire le verdict. Pourtant, des divergences entre les 10 experts éclatent de nouveau à la barre et les jurés ont bien du mal à s'y retrouver. Mais pas de quoi ébranler l'avocat général. Pour lui, il n'y a pas de place au doute. Stéphane Moitoiret a eu un comportement lucide et logique après le crime en voulant effacer les traces de son forfait. Il requiert 30 ans de prison à son encontre et, pour Noël Aego, il réclame une peine allant de 16 à 18 ans. Maître Nasserzadeh, selon l'avocat général, Noël Aego est la rampe de lancement d'un Stéphane Moitoiret qui est son missile téléguidé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette analyse? Qu'il se trompe totalement, qu'il n'a à l'évidence pas pris connaissance du dossier, qu'il a fait fi des différentes expertises psychiatriques qu'il y a eu. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 10 experts psychiatres qui s'accordaient tous à dire que si Stéphane Moitoiret n'avait pas commis de crime durant les 20 dernières années, c'était uniquement parce que Noël Aego l'avait contenu. Et que sa décompensation, son passage à l'acte, est directement lié au fait que Noël Aego ne pouvait plus continuer à vivre avec Stéphane Moitoiret. Vous espérez quelle peine? J'espère qu'elle soit acquittée totalement. Maître Franck Berton, qu'est-ce que vous dites aux jurés?
Nous plaidons avec Hubert Delarue la folie, et puis on plaide aussi contre cette volonté de faire juger les fous, en disant que on se trompe de procès, on se trompe de justice, et que la justice s'égare, et que la justice de droit commun ne doit pas s'appliquer à enfermer des fous en France. Le verdict est prononcé, Noël Aego est condamné à 18 ans de prison. Stéphane Moitoiret, votre client, à la perpétuité, vous êtes surpris ? Ah bah il ne peut qu'être très lourd le verdict. Un gamin poignardé de dizaines et dizaines de coups de couteau, c'est forcément la réclusion criminelle à perpétuité. Vous allez faire appel. Est-ce que c'est à votre initiative ou est-ce que c'est lui qui vous demande de faire appel ? Moitoiret, je le redis, comme il considère qu'il n'est pas fou. Et du reste, la justice va dans son sens. Et donc il dit, je m'ouvre la voie de l'appel, parce que perpétuité, c'est quand même lourd, c'est beaucoup. Et donc on fait appel avec son accord et avec sa décision, il est partie prenante là-dedans. Deux ans plus tard, Noël Aego et Stéphane Moitoiret sont de retour dans le box des accusés. Moitoiret est libéré de sa camisole chimique, il ne prend plus ses médicaments, enfin du moins les mêmes médicaments, et à ce moment-là, c'est un Moitoiret transformé. Mais la folie de Moitoiret est toujours là. Quand on lui parle pas de Valentin, il est dans le réel, il répond à des questions tout à fait normales, comme on peut me poser. Et dès qu'on parle de Valentin, il y a un blocage. Il y a un blocage qui s'instaure et on sent qu'il est mal à l'aise. Je lui ai montré la photo. Je lui ai dit, regardez, vous voyez pas qu'il avait un visage d'ange? Je lui ai dit, il était gentil, Valentin. Pourquoi l'avez-vous tué? On sent qu'il a peur de se planter, donc il réfléchit à tout ce qu'il va répondre. Et là, Moitoiret part dans le délire, dans Belle Bar, dans une courette à vœux. On assiste absolument sidéré à quelque chose qu'on ne voit par définition jamais dans une cour d'assises. Un malade mental en pleine crise de délire, mais de délire total. Cette fois encore, le témoignage des experts est capital pour trancher sur la responsabilité pénale de Noël Aego et Stéphane Moitoiret. Sur la question de l'abolition du discernement de l'assassin, les psychiatres restent partagés. Mais cette fois-ci, les experts sont d'accord sur un point. Ils étaient épuisés par cette vie d'errance, épuisés aussi par leurs problèmes psychiatriques, qui dans les deux cas sont des problèmes extrêmement lourds, et qui, à mon avis, devaient s'aggraver. Après 8 heures de délibéré, le verdict est prononcé. Noël Aego est acquitté pour la complicité d'assassinat de Valentin. Pour la tentative d'enlèvement du premier petit Valentin, elle est condamnée à 5 ans de prison. Stéphane Moitoiret, lui, est reconnu coupable et condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 20 ans. Maître Berton, votre client est lourdement condamné et il vous dit merci. Oui, il nous dit merci. Il est satisfait de cette décision. D'abord parce que c'est beaucoup moins qu'en première instance. C'est plus perpétuité. C'est 20 ans de sûreté. Et puis surtout, c'est pas de rétention de sûreté. Et puis, pas de suivi socio-judiciaire qui est prononcé par la Cour d'assises de Lyon. Comment est-ce que vous expliquez ce second verdict qui est plus clément que le premier? Peut-être que les jurés ont tenu davantage compte de l'altération du discernement. Nous, on a exhorté les jurés à avoir du courage, c'est-à-dire de déclarer Stéphane Moitoiret fou. Bon. Mais une fois que l'institution était en route, une fois que le pouvoir politique avait mis la main sur ce drame, il était trop tard et ils ont peut-être tenu compte de ça et ils ont été plus cléments. À l'issue de ce procès en appel, Noël Aego, qui a passé plusieurs années en détention, est censé sortir libre du tribunal de Lyon. Maître Nasserzadeh, que va-t-il se passer pour Noël Aego? Directement de la détention, un camion viendra la chercher pour l'enfermer sans son consentement en hôpital psychiatrique. Là, vous voyez éclater en fait toute l'hypocrisie du traitement judiciaire des personnes qui sont affectées d'un trouble de personnalité.
Voilà une femme qui est placée en détention provisoire depuis 5 ans, dont 10 experts psychiatres disent que le discernement n'est ni aboli ni altéré. Cela signifie que son état psychiatrique est tel qu'elle peut parfaitement vivre en société et qu'elle ne représente en tout état de cause aucun danger, ni pour elle-même, ni pour autrui. Tout d'un coup, au bout de 5 ans, et à la faveur d'un délibéré d'acquittement, Noëlla Ego devient une personne qui aurait besoin d'être internée psychiatriquement. Qui a décidé de cette hospitalisation? C'est la préfecture qui décide de cette hospitalisation, mais bien entendu, la préfecture est en lien avec la cour d'assises qui a pris cette décision, et j'imagine plus particulièrement le président. Que devient-elle aujourd'hui? Noëlla Ego n'est plus hospitalisée sans son consentement. Elle vit la vie à laquelle elle a toujours aspiré, dans un endroit qui n'est pas dans une ville, avec ses chats, et finalement dans l'anonymat, et elle s'adonne à ce qu'elle aimait faire, c'est-à-dire tricoter. Libre, Noëlla Ego a même bénéficié d'un dédommagement pour ses 5 années d'enfermement provisoire subies injustement. Ça peut choquer après son parcours. Si on estime qu'il est choquant d'indemniser une personne qui a été privée de sa liberté d'aller et de venir, qui a été enfermée 23 heures sur 24 dans une prison alors qu'elle était innocente, oui, alors c'est choquant. Si on estime qu'une personne qui a été injustement, il s'agit d'une erreur judiciaire, placée en prison pendant 5 ans, à ce moment-là, non, ça serait pas choquant. Stéphane Moitoiret, lui, n'échappe pas à la prison, malgré ses troubles psychiatriques. Et il n'est pas le seul. Actuellement, 23% de la population carcérale serait atteinte de troubles psychotiques à des degrés divers, soit près d'un détenu sur 4. Une réalité qui empoisonne le quotidien des surveillants pénitentiaires. Jean-François Forget, quelles conséquences ça a dans le quotidien d'une prison? Bon, c'est difficile à gérer avec la promiscuité des autres détenus. C'est régulièrement aussi des agressions. On a des schizophrènes qui prennent en otage plusieurs fois dans l'année des personnels de surveillance ou des personnels du corps médical. Comment vous gérez justement au quotidien? Comme on peut, c'est l'article 22 des mères de toi, j'oserais dire. Quand vous avez des détenus qui, ne serait-ce que pour exprimer leur désapprobation, leur frustration, sont à déféquer sur les murs, à calfeutrer les portes avec leurs excréments. On en est là, donc c'est extrêmement compliqué à vivre au quotidien. Ces détenus, parfois, font des allers-retours entre les unités de soins et la prison. Est-ce que vous voyez des bénéfices pour eux dans cette situation? Non, c'est toujours des sas de décompression temporaire. C'est une bouée d'oxygène, mais elle est souvent courte. Que pourrait-on faire, selon vous, pour améliorer cette situation? Il y a 2 choses essentielles à faire. C'est rétablir un certain nombre de lits dans le domaine de la psychiatrie, et simultanément, il faut aussi revoir le parc pénitentiaire avec des moyens structurels, des moyens en personnel et en formation supplémentaires, parce que certains, s'ils doivent dépendre de la psychiatrie, ils ont aussi une responsabilité pénale et on doit être en capacité de les prendre en charge. C'est pas le cas aujourd'hui. Pour remédier à cette situation et prendre en charge les cas les plus difficiles, comme celui de Stéphane Moitoiret, une structure a été mise en place, les UHSA, unités hospitalières spécialement aménagées. Docteur Baudon-Bruzel, qu'est-ce que c'est qu'une UHSA? Ce sont des hôpitaux qui reçoivent des personnes détenues qui présentent des troubles mentaux, qui nécessitent une hospitalisation à temps plein, en milieu psychiatrique. Mais il est vrai que dans ces unités, comme elles sont aménagées, eh bien, il y a également des surveillants pénitentiaires. Donc ce sont des détenus qui sont enfermés dans un univers médicalisé, mais surveillés par l'administration pénitentiaire. C'est ça. Mais si vous rentrez dans une UHSA, dans une unité, rien ne différencie vraiment une unité d'une UHSA d'une unité de psychiatrie ordinaire. On ne voit pas, comme je vous l'ai dit, des surveillants pénitentiaires. Ce sont les infirmiers qui ont les clés des chambres. Ce ne sont pas des cellules, ce sont bien des chambres. C'est pas une cour de promenade, c'est une cour où les personnes, les patients peuvent aller lorsque ils sont pas dans la salle de vie. Voilà, ça ressemble à un hôpital psychiatrique ordinaire. Ils mangent ensemble et ce sont des unités mixtes
On hospitalise des hommes, des femmes et des mineurs. Selon vous, c'est un dispositif efficace pour ces détenus malades? Puisque ces unités sont spécialement aménagées, elles permettent de travailler tranquillement. Les hospitalisations sont beaucoup plus longues en UHSA qu'en psychiatrie générale. Et on a le temps de travailler, de mettre à plat la pathologie, l'ensemble des problématiques et de proposer, vous voyez, des soins assez complets. C'est un dispositif nécessaire. Un dispositif nécessaire, mais qui reste insuffisant. Les décisions d'irresponsabilité pénale sont de plus en plus rares. Elles représenteraient moins de 0,5% des affaires criminelles instruites ces dernières années en France. Il y a effectivement une tendance de la psychiatrie actuelle de renvoyer en quelque sorte toute une partie de cette population à la fois dangereuse et en même temps marginale vers le judiciaire, si vous voulez. Ça, c'est une réalité. On parle actuellement d'une fonction asilaire de la prison, qui récupère effectivement une clientèle, entre guillemets, qui devrait être récupérée par l'asile psychiatrique ou, disons, la psychiatrie en général. Donc il y a effectivement cette tendance-là, et du coup, effectivement, l'altération du discernement, c'est un moyen, effectivement, de nommer cette population marginale, mais néanmoins très atteinte par des troubles mentaux, et de la réintégrer dans le champ carcéral. En pénalisant la folie, la société pense se mettre à l'abri. C'est pourtant exactement l'inverse qui se produit. Car aujourd'hui en France, la perpétuité réelle est rarissime. L'internement à vie, lui, l'est beaucoup moins. L'hôpital psychiatrique aurait été une punition beaucoup plus terrible pour Stéphane Moitouaret que la justice des hommes et la justice de la cour d'assises, qui va lui permettre, à 60 ans, si il a un comportement, je pense, correct en maison d'arrêt, de recouvrer la liberté. Et vous savez ce qu'on dira en 2028 quand il aura fini sa peine ? On criera au scandale en disant « Mais comment cet homme a recouvré la liberté ?» Non, mais il a recouvré la liberté parce qu'il a exécuté sa peine. Bon, on a jugé un fou, voilà, et ça a choqué personne. Mais c'est terrible, vous savez, quand notre justice s'amuse à juger les fous, il faut être inquiet pour ceux qui ne le sont pas, hein.